d'être venu. Merci à la mairie de Méran de nous accueillir aussi. Et donc on est là pour parler de quoi? Internet. Internet. C'est un vaste sujet, Internet. Si je dis Internet, d'ailleurs, ça vous évoque quoi? Tiens, est-ce que chacun peut me donner un mot auquel il pense en parlant d'Internet? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ouais. Quoi d'autre? Information, communication. WhatsApp, les réseaux sociaux, ouais. Quoi d'autre? Les datas. On va en parler des datas. C'est quoi les datas? Les données, les informations, ouais, tout à fait. Ouais. En fait, il y a plein de choses qui tournent autour de ça. On l'utilise quotidiennement, en permanence et de plus en plus. Et clairement, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. C'est une technologie qui apparaît toute lisse. On ne sait pas comment ça fonctionne tellement, on ne sait pas ce que ça donne. Et donc, le propos ce soir, c'est peut-être de vous montrer, en dehors même de l'éco-impact, de vous donner quelques informations sur comment ça marche. Ce n'est pas toujours très évident ni très transparent. Donc, on parle de l'impact écologique. Vous avez dit pollution. Qu'est-ce qui pollue dans notre monde? L'homme. L'homme, oui, d'accord, mais pas tout seul. Avec quoi il pollue? Le matériel. Tout le monde est venu en voiture ici ce soir. Eh oui. Eh ouais. Sauf Victor. Comment? Sauf Victor. Merci Victor, bravo Victor. C'est notre exemple à tous, mais on l'a pas tous suivi. Donc, oui, la pollution, c'est avec tous les moyens que l'homme utilise. Tous les moyens. Donc, on sait quand on prend une voiture, on sait que ça pollue. On le voit, ça fume. L'avion, ça pollue aussi, non? On voit, alors on parle des chemtrails, c'est peut-être pas ça, mais on sait que ça bouffe du kérosène, que ça pollue aussi. Un petit test. Si je vous dis entre la voiture, l'avion et Internet, comment vous faites le classement? Quel est votre podium? Internet? Et dans le monde, c'est ça? Globalement. L'avion? Ouais. Les bateaux. Alors, je n'ai pas mis les bateaux dedans. Effectivement, les porte-containers, ça pollue bien aussi. Voilà, c'était un petit test, et voilà le résultat. Vous savez, on parle de pollution en équivalent de carbone, en équivalent de dioxyde de carbone. Donc la voiture particulière arrive, alors c'est pour la France, ça par contre, arrive en tête. Et par contre, on voit que Internet pollue plus que l'aviation aujourd'hui. Et la différence, c'est qu'au niveau des voitures, au niveau des avions, c'est plutôt en train de se stabiliser, voire de diminuer un petit peu. On voit que Internet, c'est en train d'exploser. Sauf que quand on utilise un smartphone, ça ne fume pas. Donc on ne voit pas que ça pollue. Mais on voit que ça consomme énormément de ressources, et pas seulement des ressources, de l'énergie, plein de choses. Donc, on va voir un certain nombre de choses. On va parler des différents éléments de cet impact, comment ça se décompose, en fait, d'où vient cet impact. On va voir aussi, je vous parlerai un petit peu de la technique. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas trop rentrer dans la technique. Je ne vais pas vous faire un cours d'informatique, mais on va voir un peu comment ça marche, parce que ce n'est pas forcément évident. Je suis ancien informaticien, pour tout vous dire. Mais j'ai arrêté il y a longtemps et je me suis soigné depuis. C'était avant. Et puis, on verra aussi, c'est ça un peu l'objectif, quelles solutions, quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour au moins limiter ça. Puis si on a un peu de temps, si vous avez le courage, on pourra parler aussi finalement des impacts sociaux. Donc là, on n'est pas dans l'écologie, mais ici, on est dans l'écologie personnelle, sociale, parce qu'on se rend compte que ça a un certain nombre d'impacts aussi à ce niveau-là. Au préalable, je vais juste vous faire un petit zoom sur TECC pour ceux qui ne connaissent pas. Donc TECC, c'est une association qui a 3 ans d'existence maintenant. Je cherche notre président, Michel, qui s'est mis au fond. Donc TECC, comme son nom l'indique, ça veut dire transition énergétique et environnementale en 16 cévelles. Donc l'explication est dans le nom. Un petit peu long, mais ça explique bien les choses. Qu'est-ce que l'on fait dans cette association-là, si vous rapprochez un marché? On organise des événements, et je pense que vous serez informés, mais on organise un gros événement le 21 juin qui s'intitulera TECC fait son festival. Donc 21 juin, c'est la fête de la musique, donc il y aura de la musique aussi, et tout tournera autour de la transition énergétique et environnementale. Donc le programme est quasiment calé et on diffusera l'information largement. On fait des réunions citoyennes et des potins. Alors les potins, on organise ça tous les 6 semaines environ. Qu'est-ce que c'est qu'un potin? C'est une réunion qu'on organise où les gens qui veulent viennent, c'est ouvert à tout le monde, et on échange sur nos activités. On cherche aussi des adhérents et des volontaires, comme toute association, il faut être clair par rapport à ça. Et on essaie donc de diffuser l'information. On intervient au
au niveau des écoles et des collèges. Et je remercie Mme Béringuet ici présente parce qu'on a fait pas mal d'animations au collège à Saint-Ambrois. C'est moi qui vous remercie. Bon, on se remercie tous les deux. Et c'est vrai que le public des enfants est toujours intéressant. Il y a un côté naïf, mais en même temps, ils ont envie de comprendre, ils ont envie d'apprendre. Et ils ne savent pas du tout, on ne leur dit pas du tout. Donc c'était très intéressant de faire ça, toujours sur Internet. On a une émission radio où il est, je suis en train de chercher. Ah, Laurent, voilà, il était derrière Victor. Donc on est accueilli sur Radio Sud aussi pour une émission régulièrement qui s'appelle Le Kiosque des Transitions, où on parle de différents sujets, Internet mais pas que. On fait un certain nombre de choses autour de ça. On a des projets partenaires et on collabore avec la Comcom, notamment dans le cadre, on a collaboré pour le SCOP, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un plan de cohérence territoriale, et pour les suites de ça, qui va en fait déterminer en fait, l'avenir du territoire un peu sur ces plans-là. Au sujet de cette conférence, alors, il faut que je vous dise tout de suite, je vais vous donner un certain nombre de chiffres, ils ne sont pas évidents à trouver, ils sont très contradictoires, donc je n'ai pas la prétention d'avoir une justesse totale, vous pourrez peut-être trouver d'autres chiffres un peu différents, c'est une tendance que je vous donne. Et je cite les sources, donc les sources que l'on a, c'est l'ADEME, bien évidemment, hein, l'agence de l'ADEME, les statistiques de développement durable et le ministère de la Transition écologique, vous avez les liens, si ça vous intéresse, vous avez les liens en dessous, pour creuser un peu. Je précise au passage que, comme beaucoup d'interventions, le support que j'utilise là sera sur le site de l'association TECC, et il sera en libre consultation si vous voulez. Donc ça permettra d'aller plus loin, de creuser si vous voulez. Ça me ferait plaisir parce qu'on passe beaucoup de temps à chercher des infos et à les confronter justement. Notre approche, importante de le dire aussi, notre approche de TECC, c'est pas d'être dans la révolte, la lutte, la guerre, c'est vraiment d'informer et de proposer des solutions. On se dit qu'on n'avancera pas en étant contre, on essaie d'être pour quelque chose. Et c'est bien la démarche de l'association depuis le début. On pourra, à l'occasion du pour à la fin, oui, tout le monde est venu pour le pour, non? On pourra, à l'occasion du pour, échanger, et si ça vous intéresse, en savoir un peu plus sur l'association. Alors, de quoi allons-nous parler? On a dit les différents éléments d'impact. Source ADEME. Le numérique en France, on l'a vu, 2,5 millions de tonnes de CO2 émises en 2022, parce qu'on a toujours des chiffres avec un ou deux ans de retard. En 2022, c'était les chiffres officiels de l'ADEME. Ça représente 4,4% de l'empreinte carbone du pays. Sachant, comme je vous disais, que l'ADEME prévoit que ça doit augmenter de 30 à 40% dans les années à venir. On va voir pourquoi, on va le comprendre très bien et très facilement. Alors vous ne le voyez pas, c'est écrit en tout petit là, c'est en coloré, mais 2,5 millions de tonnes de CO2, c'est un peu moins que les émissions totales du secteur des poids lourds. Donc c'est juste en dessous, je vais parler des voitures simplement, c'est juste en dessous de tout ce qui concerne le transport routier, mais le transport routier est en train de se stabiliser, comme je disais, alors que Internet se développe. Donc ça va passer au-dessus, dans pas longtemps. Si on voit maintenant, si on essaie d'aller un peu plus loin, sur ces 4,4%, 50% de l'impact est lié à la fabrication et au fonctionnement des équipements. Qu'est-ce que c'est qu'un équipement? Un ordinateur, le téléphone, le box, les box, alors les batteries qui font partie des équipements, les serveurs, les serveurs c'est plutôt dans les data, les tablettes, les consoles de jeux, les AirPods, et oui, tout ça c'est des équipements. Les montres connectées, tout ce qui est connecté de manière générale, ça fait partie des équipements. Tout ce qui peut être connecté et qui peut dialoguer avec autre chose par le biais d'Internet, ça fait partie des équipements. Ça fait beaucoup de choses, finalement. Donc 50% aujourd'hui de l'impact est lié à la fabrication et au fonctionnement des équipements. On verra ce que ça donne pour un smartphone, par exemple, l'impact que ça a sur toute sa durée de vie, de sa fabrication à son rebut. Après, on a presque au même niveau les centres de stockage, donc les données, on va y revenir largement, 46%, et les réseaux, qui paraissent très légers quelque part, parce que c'est 4%, et finalement les réseaux, ils alimentent tout. Donc oui, eux, par eux-mêmes, ils ne consomment pas beaucoup, ils ne polluent pas beaucoup, mais finalement, ils utilisent les ressources de tout. Donc c'est le système circulatoire, si on peut dire, de l'ensemble. Je n'ai pas, je suis désolé, je te fais bouger.
Donc on va prendre ces différents éléments, ces trois éléments séparément. Les terminaux, donc les équipements. En fait. Alors j'ai présenté ça au collège, ça les a bien fait rire, il était une fois un smartphone. Ça, je pense que tout le monde en a ici ce soir. Alors je vais poser la question comme au collège, qui n'a pas de smartphone? Au collège? Pas ici. Oui, pas ici, mais à la maison au moins. Au collège, il y en a quelques-uns qui ont dit moi j'en ai pas, mais franchement c'était l'exception. Hein. C'était pas beaucoup. Ça pèse combien ça, en moyenne? 120, Ouais. 340. En moyenne entre 100 et 200 grammes. Pas beaucoup, c'est rien. Alors, on parle, pour tous les équipements, on parle de sac à dos écologique. Qu'est-ce que c'est qu'un sac à dos écologique? C'est pas un truc fait en sac à dos fait en produit recyclable. C'est le poids de tout ce qu'il a fallu extraire, transformer, produire, transporter, assembler, etc. pour fabriquer l'élément final. Voilà. C'est ça qu'on appelle le sac à dos écologique. C'est en gros ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dans le dos. Avez-vous une idée du poids de matériaux bruts qu'il faut extraire pour fabriquer ça? C'est 150 grammes. Plusieurs tonnes. C'est pas plus que le poids du téléphone. Rien que les minéraux. J'ai amené au collège, vous pouvez vous amuser si vous voulez tout à l'heure, j'ai amené au collège un petit sac à dos là, dans lequel j'ai mis des pierres, très classiquement. Il y a 10 kilos dedans. Je l'ai fait sous-peser aux enfants, comme ça. Je leur ai dit maintenant, imaginez, vous êtes 20 dans la salle, imaginez qu'il faut que chacun d'entre vous porte ça pour poser un smartphone. C'est ça que ça donne. Encore une fois, pareil, 200 kilos, c'est une moyenne. L'estimation, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Et quand je parle de ces 200 kilos, je répète, c'est qu'il faut extraire les minéraux bruts, il faut les acheminer, il faut les traiter, il faut les transformer, il faut les usiner, il faut les assembler, il faut les acheminer, etc. Donc c'est à chaque fois de l'énergie, c'est de ça que ça vient en grande partie la consommation, de l'énergie qui est mobilisée pour faire toutes ces opérations. Donc ça représente effectivement au final beaucoup. Je vais faire un petit zoom aussi sur un élément particulier. Vous m'avez parlé, j'ai entendu tout à l'heure des batteries. Je ne sais pas qui l'a dit, mais les batteries. Tout le monde a vu une batterie de voiture. C'est lourd, c'est pas propre, c'est... Bon, on ne peut pas mettre un truc comme ça dans un smartphone. Parce que les batteries de voiture, elles sont en plomb. Dans les smartphones, les équipements, c'est pas du plomb qu'on a. C'est quoi? Lithium. Du lithium, du cobalt, du coltan. C'est ce qu'on appelle les métaux rares, ou des terres rares. Si je fais un petit zoom sur le cobalt, par exemple, ah oui, pardon, j'avais oublié ça. Juste pour terminer, donc effectivement, la fabrication des équipements, c'est 1,7 tonnes par an et par personne. C'est 17,8 tonnes. Oui. 1,7. Non, par personne. Par personne. Voilà. C'est ce qui est marqué en dessous. Tu as raison, c'est ce qui est marqué en dessous. Voilà. C'est combien l'objectif, Michel? Voilà. L'objectif par personne, pour, selon les derniers accords, pour limiter effectivement l'explosion et le dérèglement climatique, c'est 2 tonnes globalement par personne et par an. Et tout secteur confondu. Tout secteur confondu. Là, on est en train déjà, on est à la hauteur de ça, uniquement pour nos téléphones. Ça donne une idée quand même de la chose. Et effectivement, en 2019, toujours quelques chiffres, en 2019, il y avait 34 milliards d'équipements pour 4,1 milliards d'utilisateurs. Principalement en Occident, il ne faut pas rêver. Hein. Ça donne une idée aussi du nombre d'équipements par personne. Ouais, c'est ça. Quand je disais les équipements, on ne pense pas, mais par exemple, les enfants au collège, ah oui, les AirPods, ça fait partie de l'équipement. Ben oui. Dès que tu as une batterie, un émetteur, un récepteur, ça fait partie de l'équipement informatique. Donc, le cobalt, revenons au cobalt. Ça, c'est un mode de cobalt natif, c'est-à-dire le minerai, avec la pure. Il n'y en a que quelques grammes hein, dans un smartphone pour les batteries. Mais on passait par là. Vous savez d'où ça vient, ça? Alors, il y a une indication sur la photo. Ça vient d'Afrique. Ça vient d'Afrique. 80% du gisement de cobalt mondial se situe en Afrique au Congo. Cobalt et coltan. Donc il y a fort à parier que vous avez chez vous un peu tout qui vient d'Afrique, du Congo.
Obligatoirement. Vous savez pas faire. Alors par contre, bah oui, ça pourrait bien joli de dire ça, mais en fait c'est une catastrophe écologique et sociale au Congo, pour ceux qui le savent. Bon, on est dans un pays minier, alors on est bien placé pour savoir ce que c'est que les mines, quelque part. Là, vous avez effectivement une mine à ciel ouvert d'exploitation du cobalt au Congo. Donc ce que vous voyez dans le fond, en haut, là, bah, c'est la mine à ciel ouvert qu'ils ont creusée, qu'ils ont préparée. En bas, vous savez ce que c'est? C'est des baraquements qui ont été construits pour reloger le village qui a été déplacé pour creuser. Voilà. Ça donne une idée un peu de ce que ça peut sans compter les guerres, les combats, effectivement, de lutte de pouvoir, parce qu'il y a énormément d'argent à la clé. Le cobalt est une ressource très, très, très chère. Donc ça, c'est la vue d'ensemble. Là, vous avez la façon dont c'est exploité aujourd'hui. Donc pour ceux dont les ancêtres ont creusé dans les mines ici, je pense que leurs conditions étaient meilleures il y a 50 ans que ce qui se fait aujourd'hui au Congo. Vous voyez ce que c'est, l'image est peut-être pas... Oui, c'est un monsieur qui creuse au fond d'un trou avec une pelle. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis, en surface, voilà ce que ça donne. Pareil, au collège, c'est un peu marqué. C'est-à-dire, oui, mais c'est les enfants qui travaillent. Oui, c'est les enfants qui travaillent. Donc, tout ça, alors bon, en Occident, nous, on est quand même propre, on a une bonne conscience, on ne veut pas tremper dans ces choses-là, hein. C'est normal. Donc, en fait, vous savez où ça part, la majorité du cobalt? En Chine. Voilà. C'est la Chine qui achète tout, qui traite le truc, qui le renvoie après en Occident, où il est assemblé. Parfois, il retourne pour être assemblé, etc., etc. Ça fait plusieurs fois le tour du monde. À chaque fois. Alors, oui, je suis désolé, je ne vais pas vous donner des bonnes nouvelles ce soir. Le propos non plus n'est pas de culpabiliser ou de dire « Ah, c'est pas bien ce qu'on fait », c'est simplement d'informer. Après, on fait ce qu'on veut. Mais au moins qu'on le sache. Parce que ça, aucun média ne communique là-dessus, ou très peu. Ça ne fait pas partie de l'information, ça ne fait pas partie de l'éducation. Donc c'est important de le savoir. Bon, on a vu les terminaux. Pas vite, hein, on pourra détailler si vous voulez par la suite. Alors, les centres de stockage. Alors, il y a un mot magique que j'aime beaucoup. Oui. Tout le monde sait ce que ça veut dire, le nuage en anglais. C'est joli un nuage. Hein. C'est sympa, c'est éthéré, ça ne pollue pas un nuage. Au contraire, ça va être de l'eau, c'est super. C'est joli comme terme. Hein. C'est bien pour vous montrer à quoi ça correspond. Parce que à quoi ça correspond à ça. Ah, Charles qui fait le tour. Ça, ce sont des centres de données, des data centers, qui sont des grandes usines. Et tout ce que vous voyez à gauche ou à droite, là, vous savez ce que c'est? Ce sont des baies ce qu'on appelle des baies informatiques. Des baies. C'est-à-dire qu'en fait, là j'ai un petit ordinateur ici. Vous imaginez que dans une énorme usine, il y a des milliers, des millions d'ordinateurs, d'équivalents d'ordinateurs. Donc avec des disques durs, avec des puces, etc., etc. Et tout ça est concentré dans ce qu'on appelle les data centers. C'est ça le cloud. C'est un peu moins joli que ce que le nom indique. C'est un peu plus terre à terre, c'est un peu plus... Ouais. Comment? C'est cloud. Vous avez ici une image, je crois que c'est un des data centers qui, je crois que celui-là, il est en Arizona. Ce sont donc des usines. Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire fonctionner ces usines? Mais il paraît qu'il faut de l'eau. Mais là, il n'y a pas de avoir de l'eau. Et de l'eau. Exactement. De l'eau. Exactement. Juste quelques chiffres par rapport à ces data centers. Si ça veut bouger. En 2023, il y avait 5000 data centers référencés dans 127 pays. Je dis référencés parce qu'on n'est pas sûr de tous les connaître. Qui possède les data centers? D'après vous? Les grands opérateurs. C'est ça. Les grandes compagnies peuvent en avoir aussi. Vous savez, on parle des serveurs. Mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'un serveur? Pour simplifier, c'est un petit data center ou un data center, c'est une forme de serveur. Ce sont des équipements informatiques où on stocke et on transfère des données. Alors, on ne fait pas que stocker et transférer des données d'ailleurs. Quand, par exemple, vous utilisez une application en ligne, quand vous jouez en ligne, il y a des gens qui jouent en ligne. Il est où le point de jeu? À l'autre bout du monde, dans un data center. C'est-à-dire que non seulement il y a du stockage de données, d'informations, mais il y a aussi des programmes qui tournent.
Ça vous donne une idée de la puissance qu'il faut que ça ait. Sachant qu'en plus, est-ce qu'on accepterait d'un seul coup de dire ah ben le cloud il est plus accessible, mes données sont à l'autre bout du monde et je ne peux plus y accéder. On accepterait ça? Ah non, ça serait la révolution. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour protéger ça? Parce qu'il peut y avoir une panne, il peut y avoir des maintenances, il peut y avoir, etc. Tout est dupliqué, redondé. Comment? Oui, des sauvegardes. Même plus que des sauvegardes, c'est en permanence. C'est en temps réel. Et oui, parce qu'une sauvegarde, normalement, c'est à un moment donné. Là, c'est en temps réel. C'est-à-dire qu'il y a deux ordinateurs, on dit un maître, un esclave, c'est le terme qu'on utilise. Et en fait, à chaque fois que celui qui est maître à un moment donné fait une opération, c'est l'autre qui copie. Donc ça peut basculer. Pareil pour les unités de production électrique, pareil pour les unités de refroidissement, tout est dupliqué. Ça explique aussi un peu la charge que ça peut avoir. Consommation courante d'un data center, encore une fois les chiffres varient beaucoup, 750 terawatts, donc 650 milliards de kilowatts-heure. En gros, pour donner une idée, c'est 150 fois la consommation de la ville de Paris. Ça pose un peu les bases. Et puis, ben, vous l'avez dit, hein, il ne suffit pas seulement d'alimenter en électricité. Mon petit ordinateur, là, si je pose le doigt dessus, il est tiède. Ouais, ben, mettez-en 1 million dans une salle, vous allez voir ce que ça donne. Pour refroidir, ça va chauffer. Alors, j'ai trouvé un chiffre dont je suis sûr, après, j'ai rien contre Microsoft, mais j'ai trouvé de l'information sur Microsoft. Tous les data centers de Microsoft sont situés aux Pays-Bas. Déjà, ils essaient de les mettre dans les pays, ils les mettent pas en Afrique parce que c'est trop chaud. Hein. Donc on essaie de les mettre plus haut. En 2022, pour refroidir les data centers de Microsoft, on a consommé 84 millions de litres d'eau. Pareil, 84 millions de litres d'eau, ça ne parle pas. Ben, en gros, c'est la capacité du lac Léman à Genève. Donc vous imaginez que pour refroidir uniquement les data centers de Microsoft, je vous rappelle qu'il y en a 5000 dans le monde, on a asséché le lac Léman. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, cette eau, elle n'est pas perdue. Non, elle n'est pas perdue. Mais il a fallu la pomper, la cheminer et les réchauffer, peut-être un petit peu polluer au passage aussi, et puis après, il faut l'éjecter. Donc, c'est de l'eau qui n'est pas directement utilisable. Alors, c'est pas tellement positif, pardon, j'ai été un peu vite, c'est pas tellement positif parce que moi, les projets, les magnifiques projets de nos ingénieurs m'affolent un peu. Savez-vous quels sont les projets d'implantation de data center? Je crois que je n'ai pas concerné encore pour le sens. Savez-vous quels sont les projets d'implantation de data center? Pardon? Le nord de la France, il y a alors, dans les pays du Nord, voire au pôle. Dans la mer, Super. comment dans les océans. Et il y a d'autres projets dont capturer un data center pour le mettre au fond de l'océan. Voilà, c'est super pour faire fondre le fond et chauffer l'océan. C'est bien. Voilà. On va chercher le pétrole pour la banque. Oui, en plus. Ah, alors là, il y a un conflit, parce que si le data center est sur le pétrole, je ne sais pas comment on va le faire. Mais... Ouais, mais ça va faire fondre la calotte Tu as glaciaire. raison, effectivement, ça sera plus accessible. Voilà. Plus accessible. Bon, on en rigole, mais c'est pas tellement Ouais, bon. c'est ça. Pas tellement bon. Oui, pardon. Ils n'auraient pas la possibilité d'utiliser des calories pour Alors, chauffer les maisons. Ça s'étudie aussi. Mais aujourd'hui, tu sais, c'est toujours le même problème. C'est en fait, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Est-ce que ça coûte plus cher de chauffer localement ou de récupérer les calories qui viennent d'ailleurs? C'est toujours dans l'équilibre comme ça. Mais le truc, c'est de dire effectivement, on peut utiliser pour chauffer, mais en général, ils essaient d'implanter ça dans des endroits peu peuplés. Donc, c'est toujours un équilibre à trouver, quoi. C'est toujours la loi de l'offre et de la demande, en fait. Je ne vous ai pas dit, une fois à chaque fois qu'elle passe sur le film, ça a l'air d'amener. Elle lève les pieds. Oui, je ne vous ai pas dit, par exemple, on parlait des équipements, des téléphones, des ordinateurs. Aujourd'hui, tous ces métaux rares, on pourrait les récupérer. Sauf que décortiquer un smartphone pour récupérer quelques grammes de cobalt ou de lithium, aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher que de l'extraire. Donc, on est toujours dans cette logique-là. Et puis, troisième élément, alors, qui n'est pas, comme je disais, qui n'est pas le plus important, on a vu que c'était 3 ou 4%, qui n'est pas le plus élément de l'impact, mais qui relie tout, finalement. Ce sont les réseaux. D'après vous, entre ces data centers et vous, comment ça arrive? Comment ça vient? Par des câbles? Satellites? Des antennes? Ouais. Alors, alors effectivement, il y en a un petit peu par satellite, il y en a un peu par les antennes. L'énorme majorité du transit se fait par des câbles aujourd'hui.
l'énorme majorité. Comment? Il a beaucoup qui sont. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Là, vous avez une belle image du monde. C'est quoi tous ces traits blancs là, dans tous les sens? Des câbles sous-marins. Il y a aujourd'hui dans le monde 1,3 million de câbles sous-marins. Plus de 30 fois le tour de la Terre. Et c'est par ça que l'énorme majorité des données transitent. C'est ça qui relie les data centers. Après, la data center, localement, il y a des câbles vers les serveurs locaux. Après, ça vient chez nous, ça vient par la Wi-Fi, mais sinon, tout passe par là. Là, vous avez l'image en France, ce qui nous concerne. Je ne sais pas si vous voyez dans le fond, on va le voir de près. Donc, vous avez la France ici, là. On voit qu'on est gâté, il y a beaucoup de câbles qui partent de Marseille. Hein. Je crois d'ailleurs que c'est au Prado, quelqu'un m'a dit qu'il y avait un endroit où vous voyez, c'était signalé, il y a tous les câbles sous-marins qui partent dans cette direction-là. Il y en a aussi qui partent vers l'Angleterre et vers les États-Unis. Et vous voyez ici ce qui se passe en Asie, en Moyen-Orient, où là, vous voyez l'Australie, vous voyez la densité de câbles, l'Australie ici, l'Inde est là, la Thaïlande, le Japon, vous voyez la densité de câbles. L'énorme majorité de data centers sont situés là-bas. Je crois que j'avais vu que le câble le plus long sur Terre fait 22 000 km. La coupe d'un câble, c'est ça. C'est de la fibre optique au centre, et puis il y a un certain nombre d'enrobages pour blinder, pour sécuriser, pour isoler, etc., etc. Donc ça fait un câble qui n'est pas tellement gros, mais sur lequel transite énormément de choses. Et pour installer tout ça, voilà l'image. Vous voyez ici un câble qui sort, qui n'est pas encore sur Terre. On voit un peu plus loin des balises là, et l'énorme bateau, le paquebot ou le cargo que vous avez dans le fond, c'est un truc qui ne sert qu'à dérouler le câble en avançant au fond de la mer. Alors, ça, on me dit, mais oui, ça pollue. Ça, à la limite, c'est pas le pire en pollution. Le câble il est isolé, il repose au fond de la mer, il ne détruit pas trop le fond des océans, on monte la surpêche, donc ça va. Mais tout passe par là. Là aussi, si jamais il y a un câble qui est cassé ou qui est endommagé, il faut pouvoir reconfigurer le système. Donc ils ne sont pas doublés, mais on sait que plutôt que d'aller comme ça, peut-être qu'on fera ça ou qu'on reviendra par d'autres biais. Tout est prévu pour que le trafic soit assuré en fait en permanence. Le trafic, ça marche pas. Sans oublier effectivement, vous l'avez dit, l'aérien et les satellites. En fait, on pense avant tout, c'est normal, on pense tout de suite aux satellites quand on parle de trafic, il y a très peu de choses qui passent par les satellites. Les satellites, c'est plus privé, c'est plus pour faire notamment de la triangulation, c'est votre GPS par exemple, pour se repérer, c'est plus à ce niveau-là. L'aérien, par contre, oui, en fait, soit vous branchez sur la Wi-Fi chez vous, donc sur la box, sinon, quand vous êtes sur la 4G ou la 5G ou la 3G, ça passe par de l'aérien. Donc, on baigne dans les ondes, il faut pas rêver. On baigne dans les ondes. Alors oui, c'est vrai qu'on me dit, oui, mais de toute façon, à partir du moment où j'ai un smartphone sur l'oreille, je baigne dans les ondes. Quand j'ai ma Wi-Fi chez moi, je suis dans les ondes aussi. Sauf que la Wi-Fi, on peut la couper la nuit, le téléphone, on peut le couper la nuit. Ça, on ne coupe rien. Est-ce que ça vous intéresse de causer un peu technique? Pourquoi pas? Je sens moins d'enthousiasme. Est-ce que vous avez vu le câble? Il y a un tout petit truc comme ça. Vous avez vu je ne sais pas si vous êtes connecté à la fibre ou autre, mais en fait. Oui, c'est pareil, c'est un cheveu. Oui, même ça, tiens, ça c'est pas de la fibre, c'est un bon vieux câble Ethernet RJ45 qu'on branche sur les box. En fait, tout passe par là. Mais est-ce que vous vous êtes demandé comment ça marchait? Parce que c'est pas magique. Hein? Mais non. C'est la magie. C'est de la magie. Ouais, c'est une forme de magie, effectivement, on peut dire ça. La science est peut-être de la magie, c'est un autre débat. C'est des signaux lumineux, non? Alors, c'est des signaux lumineux, mais des signaux. C'est pas, tu sais, c'est pas l'œil magique qu'on se connaît avant. Je vais vous présenter quelques petits trucs quand même. Hein. Ça vous parle, ça, cette image? Matrix. Voilà, Matrix. On a tous vu ce film, ça tous fait un film, on voit la matrice qui défile, et on a. Alors, moi, j'arrive pas à lire dedans comme eux. Il faudrait qu'ils y arrivent, les opérateurs y arrivent. Moi, j'y arrive pas. Et ce que vous voyez là-dedans, c'est une série de 0 et de 1. C'est ça. Alors, en fait, sans trop entrer dans la technique, l'unité de base, et ça va peut-être vous
dirais sur cette même chose. L'unité de base en informatique, c'est ce qu'on appelle l'octet. Pourquoi octet? C'est 8. Parce qu'un octet est composé de 8 bits, et 8 bits étant ce qu'on appelle l'information élémentaire en informatique. C'est quoi une information élémentaire? C'est quoi? Le plus simple possible. 0, 1, on, off. Je suis là, je suis pas là. C'est ça. C'est uniquement ça. Quand on va au plus profond de la technique informatique, c'est uniquement, on appelle ça le langage binaire, tout est composé de 0 ou de 1. Que ce soit électrique ou lumineux, c'est pareil. Donc vous avez 8 octets, alors ça fait, il y a des formats là, 2 puissance 8, ça fait combien? Je vous donne 256. Ça fait 8 bits, ça fait 256 possibilités, si on combine toutes les possibilités. Si je prends ce petit exemple, donc 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, il y a un langage qui s'appelle l'ASCII qui permet effectivement de coder les lettres par ces compositions. Là, ce que je vous ai écrit là, c'est donc une lettre. Ça vous parle? Si je complète, j'ai fait un mot. Là, j'ai écrit merci. Voilà. C'est juste pour vous dire un peu, c'est pas magique, ça marche comme ça, et tout est basé là-dessus pour l'instant. Je parle des ordinateurs digitaux hein, pour l'instant. Donc, bah oui, ça fait, vous imaginez déjà un texte, il faut pas mal de bits pour coller un texte, pour coder un texte. Maintenant, ça c'est pour le vocabulaire, pour le langage, pour l'alphabet. Qu'est-ce que ça donne pour une image? Oui, déjà, au passage, ça vous éclaire peut-être quand je parle de ça. Si vous regardez sur votre ordinateur, que vous regardez votre liste de fichiers, vous savez, il y a une colonne taille, une poids après. Et ça vous parle de O, de KO, MO, etc. Bon. Là, c'est ça. Un O, c'est un octet. Donc, un KO, ça veut dire 1000 octets. C'est pas un KO de boxe. Hein. Ça veut dire 1000 octets. Un MO, ça veut dire 1 million d'octets. Un JO, ça veut dire 1 milliard d'octets. Et un TO, donc un téraoctet, un gigaoctet ou un téraoctet, c'est 1 millier de milliards d'octets. Et ça, c'est un téraoctet pour un data center, c'est pas grand-chose. Alors, je vais revenir donc au codage. Bon, on a vu ce que ça donnait l'ASCII pour le caractère. Des fois, on a des photos aussi qu'on stocke sur Internet, sur le cloud. Parce que quand on est saturé sur le téléphone, qu'est-ce qu'on fait? Non, ben alors sur le cloud, c'est normal. C'est possible. Voilà. Comment on fait pour coder ça? Pour envoyer ça par un câble ou par un câble optique ou par un truc comme ça? Eh bien, on va considérer qu'il y a une grille, que c'est découpé en petits carrés, bon, petits ça bien évidemment, et que chacun de ces petits carrés, en gros, a une couleur, à peu près unique, unitaire. Bon, comme je vous dis, c'est plus petit, parce que si on n'avait que des carrés comme ça ne serait pas terrible la photo. Hein. Voilà. Et chacun de ces carrés-là, si on les agrandit un peu, a donc une couleur élémentaire, et ça donne donc la notion de pixel. Vous avez peut-être entendu parler de pixel aussi. On vous dit la résolution, par exemple, une photo, est-ce que vous voulez modifier le nombre de pixels? Ben, c'est ça. En gros, pour simplifier, c'est ça. C'est le petit carré de couleur élémentaire qui va permettre, en étant assemblé avec plein d'autres, de composer une photo. Vous savez, c'est les impressionnistes qui faisaient ça dans la peinture. Hein. C'était des touches de pinceau qui faisaient, et ça donnait quelque chose de très beau. Donc, c'est un autre code. Alors, il y en a d'autres, mais je vous donne un exemple. Code couleur RGB, qui donne effectivement la palette de couleurs, qui définit la palette de couleurs. Voilà. Vous avez ici quelques exemples. Alors, à chaque fois, c'est 3 octets qui déterminent les 3 couleurs de base qui composent en fait la couleur. D'accord? Donc, vous avez par exemple, vous voyez le noir ici, c'est 3 octets 0, 0, 0. Hein. Le blanc, ça va être la paire, ça va être 255, 255, 255. Et vous avez toute la palette ici qui est comme ça. Donc, tout est composé en fait d'un trio d'octets qui va déterminer la couleur. Chaque point, chaque pixel fait l'objet d'une description par 3 octets. Vous notez bien effectivement que, comme je vous le disais, il faut que ce soit beaucoup plus fin que ça, la grille là. Donc cette photo, pour vous donner une idée, en fait, elle représente, c'est une résolution moyenne, 900 000 pixels. Ça va, tout le monde est encore là? Ça va s'arrêter après, ne vous inquiétez pas. On va repasser à quelque chose de plus.
900 000 pixels, ça représente 2,7 millions d'octets. J'arrondis, hein. J'arrondis. Donc, pour coder ce truc-là, pour envoyer ce truc-là, pour le replanter, il faut utiliser 2,7 millions d'octets. On est loin du caractère ASCII avec mon octet pour faire une lettre. Ça, c'est pour les photos. Les vidéos. C'est quoi la fréquence pour le humain? C'est quoi la fréquence de rafraîchissement en secondes? 24. En moyenne, c'est souvent 24. Au cinéma, c'est ce qui est utilisé. C'est 24 images par seconde. Ce qu'on voit, c'est des images fixes, mais qui s'enchaînent, et donc ça donne une idée de mouvement. 24 images par seconde. Donc 24 fois 2,7 millions d'octets pour une vidéo, ça donne 64,8 millions d'octets par seconde. Par seconde. Donc il n'est pas gros mon petit câble optique pour passer tout ça. Et quand on dit que ça augmente en permanence, ben oui, ça augmente en permanence parce qu'on a de plus en plus de demandes, et donc il faut que le tuyau soit plus gros. Et il augmente en permanence. Voilà. C'était un peu pour vous expliquer ce que c'est qu'un octet, ce que c'est qu'un pixel, ce que c'est que tout ça, et surtout pour voir un peu le poids. Finalement, on parle du poids, effectivement, de la taille d'un fichier, du poids d'un fichier, ce que ça représente. Alors, on va essayer de voir justement maintenant ce que ça représente. Quand on voit un message texte, un SMS, un mail, etc., un message de 100 caractères, une vingtaine de mots, ça fait 500 octets. Ça va. Si je fais un vocal, parce que maintenant les SMS, on ne prend plus le courage de taper CPI, on enregistre. Un vocal de 50 secondes, et là à la radio, on sait ce que ça représente, les fichiers vocaux. Hein. Un message vocal de 50 secondes. En 50 secondes, des fois, on n'est pas plus de choses que ce qu'on aurait mis en 20 mots. Hein. Ça représente 500 kilo-octets. Donc 500 000 octets, donc 1000 fois plus. Si j'enregistre, parce qu'on ne fait même plus des vocaux, maintenant on s'enregistre, on fait une vidéo pour dire un truc, pour transmettre, notamment sur le réseau. Ah oui, pardon, je les appelle l'étape de la photo. La photo, c'est suivant la résolution que vous avez sur votre appareil, ça fait entre 2 et 10 millions d'octets. Si j'enregistre une vidéo de 1 minute, des fois pour ne pas dire plus que les 20 mots, peut-être que j'avais au départ, 100 millions d'octets. Et alors là, on explose les compteurs. À chaque fois qu'on regarde un film, selon la résolution, ça peut être un peu ça, de 90 minutes, on est à 500 milliards d'octets. 500 milliards d'octets. Aujourd'hui, on sait que les films en streaming, c'est le plus gros de la consommation et de la pollution au niveau Internet. Je me suis amusé, parce que bon, des octets, ça ne parle pas forcément, je me suis amusé de faire une comparaison si on prend pour un octet égale 1 gramme, pour voir ce que ça donne. Un message texte, bon, 100 caractères, 20 mots, allez, c'est un petit paquet de 500 grammes. Ça va. Si je fais un message vocal de 50 secondes, une voiturette, si je fais une photo, selon l'appareil, entre 1 et 5 voitures. Si je fais une vidéo, 3 semi-remorques bien chargées. Et alors, on va aller jusqu'au bout. Un film de 90 minutes. Oui, le transport ferroviaire, là, c'est du lourd. Hein. Bah, il n'en faut pas qu'un. Hein. Il en faut 30. 500 000 tonnes, 30 trains de marchandises très lourdement chargés. Bon, ça n'a rien à voir, les autres télégrammes, mais je trouve que ça illustre quand même un peu la chose, hein, quelque part. Et on me dit oui, mais ça se stabilise. Non, ça ne se stabilise pas du tout. Au contraire, il y a une stat ici, c'est la consommation moyenne de données par ordinateur. Sur la France en moyenne, c'est passé en 2014, on était à 0,7 gigaoctets. Et en 2019, je n'ai pas les chiffres maintenant, on était déjà à 8 gigaoctets. Donc ça a presque décuplé. Et on sait que de toute façon, ça ne fait qu'augmenter. Sur l'année. D'accord. Ça donne le point moyen de consommation. Donc on n'a pas les stats, mais de toute façon, on sait que ça augmente en permanence. Et on va voir pourquoi ça augmente en plus. En dehors de nos addictions à l'écran. On essaie d'être un peu plus positif.
qu'est-ce qu'on peut faire? À part les souris tout de suite dans la 16. Ou jeter nos téléphones dans la 16. Supprimer. Alors, très bonne remarque. On va y venir, effectivement. On va y venir. Je vais d'abord faire un petit passage par des fausses croyances ou des choses qu'on pense savoir mais qui ne sont pas forcément bien. On me dit souvent, j'ai entendu il n'y a pas longtemps encore, oui, moi je sais, pour limiter tout ça, je nettoie, je vide la boîte mail régulièrement. C'est une des fausses croyances. Donc il suffit de nettoyer régulièrement sa boîte mail. On se dit aussi, le cloud c'est bien, c'est pratiquement illimité, ça ne coûte rien. On dit aussi, une visio c'est plus sympa qu'un appel téléphonique, ça ne change pas grand chose. Vous en pensez de tout ça? Nettoyer sa boîte mail, oui, avant c'était bien. Maintenant, ça ne suffit pas. C'est même ridicule. Vous avez vu ce que c'est dans une boîte mail, c'est ridicule par rapport à tout ce qu'on peut avoir de vidéos, de photos, etc. On a pas mal de pièges joints. Alors, les pièges joints, oui. Ça change par contre quand même que c'est pas parce que j'ai vidé ma boîte mail que j'ai forcément supprimé le fichier sur le serveur. Il y a des traces, comme je vous disais, il y a des copies, il y a des traces qui restent partout. Donc la meilleure solution, c'est de ne pas le générer, mais bon, ça ne peut pas non plus. Mais voilà, c'est bien de le faire, hein, mais c'est pas ça n'a pas un impact si énorme que ça. Le cloud, bon, je ne vais pas parler de ça, je ne vais pas vous détailler, mais c'est évident que le cloud, non, c'est pas limité et ça coûte de plus en plus, ça a un impact de plus en plus. Et quand on dit une visio, c'est plus sympa qu'un appel téléphonique, ça ne change pas grand-chose. Vous avez vu le poids que ça a entre une visio, etc. On se dit aujourd'hui, même à deux, mais moi je le vois professionnellement, les gens se disent, tiens, on va se faire une visio pour parler de tel truc. Vous êtes combien? Tous les deux. Ah, mais c'est plus sympa. C'est vrai que c'est plus sympa. C'est quoi? On se voit. On se voit. Ah, c'est vrai qu'au niveau communication, c'est mieux de se voir. Bon, il faut voir après l'impact que ça peut avoir. C'est clair. Mais dans les fausses croyances, il y a aussi, si je supprime un élément stocké sur le cloud, il va disparaître totalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas sûr du tout. Même avec les copies, c'est pas sûr du tout. Et puis, une autre croyance qui est bien développée aussi, et ça a beaucoup choqué les enfants en fait, c'est de dire, mais de toute façon, je reste propriétaire de mes données. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non. Absolument pas. Déjà, à partir du moment où vous mettez quelque chose sur le cloud, vous ne savez pas où c'est. Ça peut être à l'autre bout du monde. Il y a une jeune qui m'a dit, quand je fais une photo de moi, oui, ça peut être en Californie, à Singapour, tu veux, je ne sais pas. Ça, c'est un truc qui nous a beaucoup surpris. Je sais bien. Et alors, ça va plus loin que ça, les réseaux sociaux, dans les conditions d'utilisation, notamment des réseaux sociaux, la plupart du temps, on vous dit que vous acceptez de renoncer à la propriété de vos données. C'est clair, ça fait partie des conditions d'utilisation. Si vous ne voulez pas ça, vous n'avez pas accès à Facebook, à Twitter, à Snapchat, à TikTok, etc., etc. Au passage, tiens, on parlait des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est très gourmand en ressources. Le réseau social qui a été plusieurs fois épinglé parce que c'est le plus gourmand en ressources et le plus polluant, vous savez lequel c'est? Ouais, celui des jeunes, TikTok. C'est en permanence, c'est que des vidéos courtes qui s'enchaînent en permanence, qui sont faites pour capter l'attention. Il y a une nouvelle technique, une nouvelle science qui s'appelle la captologie. Dire ce que ça veut dire. C'est l'art de capter et de maintenir l'attention en permanence. Je crois qu'il y a, je ne sais plus quel patron de quel réseau social a dit un jour, mais finalement notre seul concurrent réel, c'est le sommeil. Ah oui, c'est ça. Donc quel que soit le support, je vais être propriétaire de données, non, c'est pas vrai. Il y a de moins en moins. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les équipements, ordinateurs, smartphones, etc. Alors, plein de choses. Déjà, on peut limiter leur nombre. Est-ce qu'on a vraiment besoin, parce que je vois professionnellement, d'avoir un ordinateur, une tablette, un smartphone et une montre connectée qui va biper pour me dire que j'ai reçu un mail ou un appel WhatsApp, je saute sur mon ordinateur, je saute sur mon téléphone, voilà. Est-ce qu'on a besoin de ça? Je ne parle pas des iPods, hein, parce qu'avoir un fil, c'est pénible. Donc, effectivement, limiter leur nombre. Faire durer. Aujourd'hui, la durée de vie moyenne d'un smartphone est de 2 ans. La durée de vie moyenne. C'est pas qu'il est mort, c'est qu'il est remplacé.
Et j'ai lu un article intéressant, il n'y a pas longtemps, où il parlait de l'obsolescence programmée. Vous savez, c'est le truc que les constructeurs, les méchants font pour que ça tombe en panne dès la fin de la période de garantie. En fait, l'article disait, mais finalement, il n'y a même plus besoin de l'obsolescence programmée technologique, puisque ça devient une obsolescence programmée psychologique. C'est-à-dire que la mode, la communication, le marketing, les influenceurs, influenceuses, etc., font en sorte que mon téléphone, s'il a 2 ans, je suis plus à jour. Ouais, il marche, mais attends, la copain, la copine, un autre truc, pas possible, quoi. Hein. Puis le dernier, il vient de sortir, en plus. Donc on n'est même plus à l'obsolescence programmée technique, je ne sais pas si elle existe encore certainement, mais il n'y a même plus besoin de ça, en fait. On va beaucoup plus loin. Il suffit de créer le besoin, on crée le besoin. Voilà. On crée le besoin. Et donc la motivation d'achat. Alors, effectivement, faire réparer aussi, toujours dans les solutions. Moi, je vais pas me donner un exemple, mais le mien, il y a 5 ans, mon téléphone, il n'y a pas longtemps, effectivement, je n'arrivais plus à le charger, le connecteur. Bon, j'étais à Saint-Ambrois, il y a une boutique, ça m'a coûté 30 € pour réparer le connecteur. Il marche parfaitement. Encore faut-il qu'il soit assez récent. Sinon, Alors, il ne vous le répare pas. Ah oui, ça, effectivement, mais en fait, ça dure un certain temps quand même. Ça dépend des modèles, ça dépend de tout. Mais au moins, avoir le réflexe d'essayer de faire réparer avant de jeter ou d'acheter autre chose, quoi. Et puis aussi, acheter du reconditionné. Le reconditionné, ça marche aussi, et ça peut marcher très bien. En fait, c'est arriver à sortir de la logique, je disais au niveau psychologique, sortir de la logique de il faut toujours le top, le dernier truc de la gestion. Sachant que c'est très drôle, c'est que les arguments de vente, souvent, c'est sur les performances. Donc, vous avez, par exemple, dans l'appareil photo, oui, mais celui-là, il est en haute définition au niveau de la photo. Ah oui? Donc, le nombre de gigaoctets que ça le fait exploser encore. Pour un truc, finalement, qu'est-ce que je veux en faire? Effectivement, si je veux l'imprimer sur une affiche, il me faut une bonne définition. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Donc voilà, il y a toute une logique à revoir par rapport à ça. Pour les équipements, les data centers, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Envoyer moins de données. Envoyer moins de données, déjà. Donc ça veut dire limiter le stockage, effectivement. Ça veut dire sauvegarder localement. Alors, vous savez, ça se faisait avant, sauvegarder localement. Moi, je continue à le faire. Oui. On peut acheter un disque dur externe qui fait plusieurs téraoctets. Donc, je peux vous dire que déjà, pour remplir un téraoctet, personnellement, il faut quand même le faire. Hein. Et on peut faire des sauvegardes régulièrement. On n'est pas obligé d'avoir le réflexe de tout balancer sur le cloud dès qu'il y a quelque chose. Et puis, bon, je suis un peu plus loin. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 5000 photos en ligne? Les enfants, c'était très drôle aussi, parce que, combien t'en as toi? 1000... Tu les regardes en Renault? Voilà. Et on stocke, ça ne coûte rien de stocker. Donc on stocke. Si effectivement il fallait avoir des albums photos qui s'empilent, au bout d'un moment, on limite pas. Non, on n'est plus là. Éviter aussi pour le stock, les data centers, les applis en ligne. Les applis en ligne, c'est ce que je disais, malgré tout, c'est tous les jeux, puis il y a plein d'applis aujourd'hui. Bien souvent, on prend un abonnement, on n'a pas fait avant télécharger un programme, on disait localement. Maintenant, on a un abonnement pour accéder à un programme en ligne, qui est stocké sur un serveur, forcément. Et alors, le top du top aujourd'hui, c'est les IA et la crypto-monnaie. Tout le monde en parle. Hein. Il y a même beaucoup de choses maintenant. Tu n'utilises pas une IA, toi? Non. Je n'osais pas le dire. J'ai entendu une discussion en formation il y a quelques temps en disant une personne qui disait à une autre ah ben super, maintenant j'utilise une IA pour faire mes comptes rendus de réunion, ça me fait gagner vachement de temps. Ouais, et tu fais quoi du temps que tu as gagné? Des choses. Je peux avancer, je peux faire plus de choses. Donc c'est la course en permanence. Alors il faut savoir que les IA, effectivement, sont extrêmement consommateurs. Je vais pas vous faire un cours sur les IA. En gros, c'est un moteur de recherche d'une performance extraordinaire. Donc, il va scanner en quelques secondes des milliers de bases de données, d'accord, pour sortir de l'information avec un petit algorithme qui va être sans forme. Mais en fait, ça consomme une ressource énorme. Et la crypto-monnaie, je ne sais pas si vous êtes renseigné un petit peu à ça, mais il y avait un article avec Paul Michel d'ailleurs sur un village, je peux en dire un peu plus, un village en Géorgie, où en fait ils ont implanté donc des serveurs pour faire la crypto-monnaie, et ça consomme une telle énergie qu'il y a un barrage qui alimente le village de la petite ville, et
que régulièrement, l'électricité est coupée dans la ville pour alimenter les serveurs qui servent à la crypto-monnaie. Voilà. Bon, je pense qu'on n'est pas trop ici là-dedans, mais il faut savoir que c'est encore des... En fait, on crée de nouveaux outils. J'ai même entendu il n'y a pas longtemps, c'est quelqu'un qui disait qu'il a fait un exposé en disant mais les IA vont nous permettre, nous aider pour lutter contre la cybercriminalité. Donc en fait, on fait un outil pour contrôler l'outil précédent. C'est pas mal dans la démarche web. Intéressant. Concept intéressant. Bon, donc voilà, enfin, même si on n'est pas dans les IA à la crypto-monnaie, effectivement, limiter le stockage et sauvegarder localement, déjà, ça peut beaucoup limiter la quantité d'informations que l'on a. Pour les réseaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors les réseaux, comme je dis, c'est pas eux qui polluent le plus, mais quelque part, ils relient le tout. Donc, malgré tout, ils entretiennent le trafic, même s'ils ne le génèrent pas. En fait, on peut travailler localement, c'est un peu la même chose que pour le cloud. On peut aussi télécharger. Un exemple tout bête. Vous avez, par exemple, vous écoutez de la musique, vous faites une playlist. Composez votre playlist. Puis en fait, elle est sur... non, elle n'est pas sur l'équipement. Elle est sur le serveur. Et à chaque fois que vous allez la réécouter, vous allez refaire le trafic. Si vous avez une playlist qui vous plaît, vous prenez quelques minutes pour la télécharger. Vous l'avez sur votre équipement. D'accord? Privilège Wi-Fi aussi. C'est beaucoup moins polluant quand vous passez par les réseaux de câbles que passer par l'aérien. Donc, tant que vous pouvez utiliser un hotspot ou être sur un Wi-Fi, c'est beaucoup mieux que d'être bon au niveau des aériens. On peut aussi limiter les recherches. Alors bon, là encore, je vais passer comment tu disais pour... on va pas reprendre le terme. Mais moi, ça me fait halluciner. On cherche un mot, premier réflexe, Google. On cherche un truc, on ne réfléchit plus, on plonge dans la vie Google. C'est devenu un réflexe. On peut essayer de penser un peu, je ne sais pas, si j'ai la mémoire. Et puis, alors ça c'est le truc le plus important, choisir ses médias. Vous avez compris qu'entre le texte, le vocal, la photo, la visio, la vidéo, vous avez vu les différences de poids, de charge que ça pouvait avoir. Donc oui, c'est un peu plus long parfois de taper un message. C'est aussi l'avantage pour réfléchir à ce qu'on veut dire. On peut commencer à se filmer en réfléchissant. Voilà. Et ça a un poids beaucoup moins important. Bon. Là, j'ai une question. Oui, justement, je voulais dire maintenant, on peut... Si je fais une dictée oui. pour avoir le texte. Une dictée pour avoir le texte? Oui. Alors, la réponse est simple. Si tu as un logiciel sur ton équipement qui fait la reconnaissance vocale, oui. Sinon, le programme il est sur le data center. Voilà, c'est tout. Oui. En fait, ce qui compte, tu as raison, ce qui compte, c'est finalement comment ça va être enregistré. Oui. En final. Si effectivement c'est transféré en lettres, en mots, effectivement ça ne prendra pas beaucoup de place. Ouais. Mais tout dépend, tu vois, à chaque fois, la réponse elle n'est pas simple, parce qu'à chaque fois il faut penser à tous les impacts et toutes les interactions qu'il y a. Il y a effectivement des logiciels de reconnaissance vocale qu'on peut télécharger, qu'on peut avoir. Ça peut se faire. Oui, en fait, il y a la solution, effectivement, on trouve encore, pour résoudre un certain nombre de choses, oui. des petits logiciels, même quelquefois gratuits, oui, complètement. Qu'on peut utiliser, charger sur l'ordinateur. C'est ça. Et faire travailler sur et après, ça travaille local. Exactement. De tout faire sur le à distance. À distance. Ouais, c'est ça. Quand on télécharge, on le fait une fois. Sinon, à chaque fois, on fait les allers-retours à ce niveau-là. Ça va? Des questions? Et les cahiers, ça existe encore, les crayons? Les quoi? Les cahiers. Les crayons, c'est... Bon, oh là là. Oui, ça devrait exister encore. Et alors, ça c'est un truc aussi que je remarque souvent, c'est que vous avez maintenant, pour être politiquement correct, c'est le zéro papier. Ouais, mais le zéro papier, quand on voit l'impact qu'il y a derrière quand on ne fait pas de papier, moi j'ai travaillé il y a quelques années pour une papeterie. En papeterie, ils ne vendaient pas des cahiers, hein, ils faisaient des énormes gros de papier. J'ai vu ce que ça faisait. Parfois, c'est pas plus polluant de recycler le papier que d'enregistrer un fichier monstrueux et de transférer d'un document à l'autre. Par exemple, est-ce qu'il y a des études comparatives sur les emails, grosso modo, ça remplace le courrier? Oui, quelque part. Oui. Entre le fait que le courrier que ça a supprimé, parce que la poste,
Ils ont de moins en moins de... Ah ben, oui. Parce qu'il existe des études comparatives Alors, entre l'impact, enfin, alors, la diminution du courrier Ouais. et le... Alors, je ne sais pas te répondre par rapport à ça, je n'ai pas regardé ça, je n'ai pas essayé. Par contre, ce qu'il faut voir surtout, l'impact là aussi, la réponse n'est pas évidente, c'est que quand j'envoyais une lettre, j'envoyais la lettre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'envoie un mail, j'ai combien de pièces jointes? Donc, souvent, un mail, on dit un mail, mais avec les pièces jointes, ça fait un colis de 200 kg. C'est ça le truc aussi. C'est que la facilité a fait qu'on a augmenté effectivement les besoins et les demandes. Oui. Alors moi j'ai une question, parce que récemment je me suis dit que c'est mieux d'envoyer un lien vers un drive quand tu veux partager un fichier à quelqu'un que de lui envoyer une pièce jointe dans le mail. Est-ce que c'est mieux? Ben, il n'y a pas une grosse différence quelque part, c'est que de toute façon il y aura un transfert. Alors à la limite, si tu veux, après la réponse elle n'est pas évidente, ça dépend de où tu es, où il est et quelle est la localisation. Mais si tu envoies un lien, on peut dire qu'il n'y aura qu'une connexion de lui au serveur. Alors si tu envoies un mail, quand vous envoyez un mail, il ne faut pas rêver, hein, il n'y a pas un câble direct entre vous et le destinataire. Hein. Donc ça passe par un serveur, éventuellement par un data center, qui va éventuellement transférer sur un autre, etc. Donc il y a plein d'indirections comme ça. Oui, mais je lui envoie un lien dans un mail. Si tu lui envoies un lien dans un mail, le lien c'est pas grand chose, c'est quelques caractères. Donc le lien par lui-même, il n'est pas lourd. Et ça peut effectivement être mieux finalement que d'envoyer la pièce jointe complètement. Parce qu'on utilise beaucoup ça maintenant avec Oui. les transferts. Ouais. Mais encore une fois, la réponse n'est pas évidente parce que à partir du moment où tu fais ça, ça veut dire que ton information est stockée sur le data center. Il est stocké sur le data center. Il va rester sur Oui, le mais data center. elle est déjà si je suis. Ah ben, s'il y est déjà, sur un oui. drive. Ouais. Alors s'il y est déjà, il vaut mieux envoyer le lien plutôt que de le récupérer toi et de le réexpédier. Ouais, Tu vois, c'est ça. clair. Ouais. C'est clair. Oui, bien sûr. Mais bon. Et encore pire, du coup, effectivement, c'est je charge mon fichier sur le transfert et l'autre le télécharge sur le transfert. Alors, il y a double impact. Il y a double transfert. Oui, Eric, tu voulais. Oui. Vous avez parlé des câbles sous-marins. Oui. Quand eux, ils sont touchés, Oui. ils sont perdus. Est-ce qu'on peut réparer? Tu sais, à 3 mm de profondeur, il n'y a pas beaucoup de plongeurs qui vont aller souder de la fibre optique. Comme il y a, par exemple, le sabotage. Oui, mais c'est une fragilité totale. On est dans un système, je vais en parler un petit peu, si vous tenez encore le coup, on est dans un système où on a une fragilité beaucoup plus importante que ce qu'on avait avant. Oui, c'est le talon d'Achille, je dis. C'est le talon d'Achille de Ah mais notre société. complètement. On devient totalement fragile et effectivement, comme en plus on mise tout dessus, si jamais ça s'écroule, on n'a plus grand-chose. Je vous parle en quelques minutes des impacts sociaux. Si vous voulez. Puis après on aura le pot, vous inquiétez pas, ça sera plus sympathique. L'écologie sociale, ça nous amène à quoi tout ça? À de l'addiction, à des clivages technologiques, à des abus et à de la cybercriminalité. Bon, il n'y a pas que des mauvais côtés, ça a plein de bons côtés, ça diffuse l'information, ça permet d'en avoir plus, ça permet de communiquer d'un bout de la planète à l'autre, mais, comme je disais, il y a le pour et le contre. Les addictions, aujourd'hui, on se rend compte, enfin les psychologues l'étudient, il y a une perte de capacité cognitive et physique. En moyenne, d'après les études, c'est 10 heures par jour sur écran pour les adolescents. Énorme. Enfin, je pense que pour en témoigner. Ah oui. Ça se voit quand ils arrivent le matin. Ouais. La régression, les troubles de l'attention. C'est ça. Il y a plus de 50% des élèves qui sont. Et il y a eu des études qui ont été faites sur les performances physiques, par exemple la vitesse à la course, sur un 100 mètres. En l'espace de 10 ans, ça a diminué de 50%. Ah oui, nous on avait des VTT, moi j'ai des profs de chimie qui ont 30 ans d'ancienneté. Et avant ils faisaient des sorties VTT avec les élèves, maintenant ils ne les font plus parce que les élèves ils sont incapables. Et c'est aussi des troubles de l'attention qu'on voit, c'est de la fatigue, c'est du sommeil en moins. Et puis c'est l'imitation, c'est exactement ce que vous disiez, l'imitation des activités extérieures. Quand je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Écran. Ou autre. Ouais, tout à fait. Mais les adultes aussi, hein. Ah mais J'étais complètement. dans le train, j'ai compté le nombre de gens sans smartphone dans un wagon, parce que c'est plus facile de compter l'inverse. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup. C'est clair. Non mais c'est une addiction. Alors, on le voit plus chez les enfants, et ça nous impacte chez les enfants, mais c'est une addiction pour tout le monde. Même les vieux. Hein.
Ça protège même plus de rien d'être vieux, c'est quand même pas drôle. Là, j'ai compté personne devant son écran. C'est moi. Ouais, mais alors je vous rassure, c'est en local et c'est pas sur l'écran pour l'instant. Ça amène aussi un clivage technologique, financier et générationnel. Quand on voit le nombre d'équipements par foyer, effectivement, il est très variable par rapport à ça. C'est clairement, c'est identifié aujourd'hui, c'est clairement une complexification des démarches. Alors certes, c'était pas drôle avant d'aller à un guichet devant un mégaphone avec quelqu'un derrière. Mais il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un. Et on avait les éléments. Et on avait les éléments. Et c'est clairement identifié aujourd'hui par les psychologues comme une rupture du lien humain. Il n'y a plus, c'est le dialogue homme-machine, femme-machine, mais il n'y a plus d'échange humain. Le pire, c'est qu'il y a des IA qui sont faites pour répondre maintenant. Et j'ai même lu, c'était drôle, il y a quelqu'un qui a développé une IA pour répondre aux IA qui téléphonent. Oui, voilà, on a vu la même chose. Il y en avait marre d'être sollicité, puis on l'entend parfois, vous avez des appels, et franchement, c'est pas une personne qui est derrière. Et lui, il a développé l'IA pour répondre. Bon. Et alors, quand on parle de référencer sur le net, c'est un exemple personnel. La petite fille qui va avoir 18 ans dans pas longtemps, en fait, maintenant, elle a changé un peu, mais il y a peu de temps encore, ma fille disait, mais je dis un truc à ma fille, la réponse est non, mais ils disent pas ça sur Internet. Internet devient la référence. Là aussi, je pense que j'ai entendu, si je peux donner quelques exemples, vous avez fait venir très bien une gendarme pour parler aux enfants, aux petits, pour expliquer les risques d'Internet et des réseaux sociaux, parce qu'ils ne sont pas protégés avec ça. Et elle leur a dit notamment, vous savez, c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai. Puis elle a dit, comment vous faites pour savoir si c'est vrai? Et il y a une petite qui a répondu, je demande à ChatGPT. C'est pas bien métier que le vôtre. Et hier, il y avait une émission sur le 20h sur des publications, sur des journaux qui étaient en fait générés par l'IA. Donc il n'y avait aucun journaliste et c'était que des fake news finalement, mais ça ressemble à des vrais journaux, des vrais magazines. Il y a un éditeur, bon moi j'ai publié deux bouquins, il y a un éditeur aux États-Unis qui a refusé, qui dit à partir de maintenant je refuse de recevoir plus de 3 livres d'un même éditeur, d'un même auteur par semaine. Tant mieux. Moi, je suis incapable de faire ça. Oui, non, mais ça envahit tout. Et puis là, ça va un peu plus loin. En fait, le risque aussi, c'est les abus, parce que tous les contenus sont accessibles. Donc, il y a la banalisation de la violence. Il ne faut pas rêver le contrôle parental. Ils sont bien meilleurs que nous. Donc, ils sont parfaitement capables d'utiliser les ressources et de passer à côté. Il y a des contenus, il y a des contenus pour l'âge, et on en parlait aussi là-bas, c'est en fait une banalisation du harcèlement. Le harcèlement en physique, c'est une chose. C'est tellement facile sur un smartphone, sur un réseau, de harceler quelqu'un et de le démonter, c'est une banalisation du harcèlement. Donc oui, Je pense que les gamins sont une perte totale de la réalité. Ils sont carrément dans les jeux, dans un monde. Oui, c'est ce qu'on disait. En fait, pour eux, ça devient la référence. Oui. D'où l'intérêt. On voit le gamin qui il est sorti, il venait de jouer sur Internet, il est sorti de pop, il a pas de rien également. Oui, il a été sur mon choix. Voilà. Bon, c'est pas tellement drôle pour terminer l'exposé, mais il faut être conscient de ça. Alors, même en tant qu'adulte, c'est ce qu'on dit, même en tant qu'adulte, on a tendance aussi à être un peu dans l'addiction, à être là-dedans. Donc, déjà, veillons-y pour éviter d'aller plus loin. Et je pense que les enfants, malgré tout, ils sont beaucoup à imiter ce qu'on fait parce qu'on leur dit. Donc, lire un bouquin plutôt que d'être sur son téléphone, ça peut donner un exemple positif. Voilà, et puis cybercriminalité pour terminer, les joyeusetés, parce que c'est ce qu'on a dit, c'est un système qui devient extrêmement fragile, parce que, en fait, hacker, il y a des gens qui ont ce métier, hacker, le hacker, c'est on appelle ça le pirate informatique. Donc il y a démultiplication des possibilités d'écran, il y a dépersonnalisation, et il y a des actions combinées en fait qui se font maintenant.
maintenant, j'ai une amie, moi, qui s'est fait, elle me dit, je me suis fait hacker le cerveau. C'est-à-dire qu'elle a eu un appel de sa banque, soi-disant, avec quelqu'un qui avait accès à son compte et qui voyait son compte, qui lui a fait, avec une démarche psychologique très bien faite, qui lui a fait donner tous ses codes, et elle s'est fait piquer 2 000 €. Voilà. Donc, le risque de ça, c'est qu'effectivement, et vous le savez, on reçoit plein de mails maintenant ou de messages divers et variés dans tous les sens, en fait, où l'objectif, c'est de récupérer les données. On dit bien, par contre, ne cliquez jamais sur un lien dans un mail. Mis à part. Mais un mail d'une banque, d'une assurance, ne cliquez jamais sur un lien. Voilà. Vous passez par le serveur, mais jamais sur le mail. On ne sait pas où ça arrive. Oui, on est dans une fragilité totale du système. À ce niveau-là, il faut toujours vérifier si vous voulez cliquer sur un lien. Il y a toujours l'adresse HTTP qui est affichée. Mais parfois, c'est bien fait. En général, le navigateur, il vous affiche toujours Ah l'adresse oui, HTTP. mais Et là, vous pouvez voir si là, des infos du ministère de l'Intérieur. Ouais. J'ai reçu des amendes. Oui, oui, aujourd'hui, oui. La MTS, C'est tout à fait la même chose. oui, mais quand vous regardez sur l'adresse mail, il y a des. Ça ne correspond pas du tout avec la le. première adresse est la même. ouais, la première partie. La première partie est la même. Ah oui, la Il y première avait partie. juste le S à la Ah, fin. mais c'est ça, mais il faut être extrêmement Donc, vigilant. faut tu le vois. Non, mais de toute façon, la règle, c'est ne cliquez jamais sur un lien dans un mail officiel. Allez sur le portail de site. Ah oui. Donc, en conclusion, bah oui, Internet, ça pollue beaucoup. Ça pollue beaucoup. Mais ben, maintenant que vous savez, tout est question de bon sens. Voilà. Maintenant, vous comprenez mieux les impacts de la part de chat. Donc, on a tous notre part pour au moins stabiliser ou faire en sorte que ça n'explose pas. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'impose d'utiliser. Ah, mais je suis d'accord. Aujourd'hui, on est même obligé d'utiliser plus d'équipements. À la limite, il faut un smartphone et un ordinateur. Faut les deux avec. Oui. Bon, l'imprimante, à la limite, vous pouvez imprimer localement. Vous pouvez faire de l'impression. Parce que les nouvelles imprimantes maintenant, c'est Non, je parle de l'imprimante, là. Je parle de l'éditeur ou le navigateur. Vous pouvez faire une impression et choisir en fait de faire une impression sur le disque dur. Oui. Voilà, vous n'êtes pas obligé de. Vous êtes obligé de passer par l'imprimante pour faire ça. Non. Ah, non. Les nouvelles imprimantes. Non, il n'y a pas d'imprimante. C'est au niveau du logiciel sur ordinateur. Je vous montrerai après. Qu'est-ce que vous pensez par rapport au smartphone de Fairphone, par exemple? Oui, bah, ça fait partie du moins polluant, quelque part. Du moins pire. Du moins pire. Oui, c'est ça, du moins pire. C'est ça. Il n'y a pas d'impact zéro, il ne faut pas rêver. Ah oui, oui. Il n'y a pas d'impact zéro. Par contre, on peut effectivement limiter l'impact que l'on peut avoir. Et puis, ben, bon, oui, on ne peut pas. De toute façon, c'est ce qu'on a dit, on n'a pas le choix aujourd'hui de ne pas passer par des procédures informatiques. J'ai un projet qui refuse absolument et l'ordinateur et Il est courageux. courrier, téléphone filaire. Et il a eu des tas de démarches à faire parce que ça n'a pas mémoire. Il m'a dit bah, tu vas avoir l'assistante sociale. Et moi, je fais pas Eric. C'est vrai que surtout pour les gens qui avancent en âge, certaines personnes sont bien très Quand on parle d'un clivage générationnel, c'est un vrai clivage générationnel. Même quand on est quelquefois, quand on est habitué à manipuler l'informatique, il y a des moments où c'est compliqué. Moi, je m'énerve régulièrement. Dès qu'on me dit comment ça fait, je m'énerve régulièrement. Ah oui, c'est des choses. Voilà. Et puis juste, j'en profite, je fais un petit détour personnel. Si je ne vais pas trop agacer ou lasser ce soir, il y a une autre conférence après-demain. On me dit, Ouais. à Bessèges. À Bessèges. Et là, alors, c'est pas du tout la même chose, hein. Dans la technique, c'est du perso, c'est de la technique intellectuelle. Ça sera sur les émotions, donc le mental et les émotions, les modes de fonctionnement. On parle beaucoup de burn-out. Et puis on parle non pas d'intelligence, non pas artificielle, mais émotionnelle. Et ça me paraît beaucoup plus intéressant. Et le 17 avril, il y a un atelier
fait par Nicolas, qui est là, qui a les deux petites filles. Voilà, il y a encore Charlotte. Ah, voilà, il est là, Charlotte est là. Et sur au Brousse ici, parle-en parce que tu sais. Non, en fait, Nicolas et Marie, c'est les deux maraîchers qui sont implantés au Brousse. Et en fait, il fait des ateliers pour expliquer les semis et les plantations pour les gens qui s'intéressent. Voilà. C'est le 17 avril. Le 17 avril. À quel moment on sera sur place. Mais on communiquera là-dessus aussi. Voilà, ça commence demain. À propos de la vulnérabilité de toutes ces technologies, il y en a une qu'on n'a pas évoquée, c'est l'énergie électrique. Oui. Si on n'a plus d'électricité d'un coup, On est mort. et à la belle époque des expériences nucléaires, il y a longtemps, on disait qu'une bombe A qui explosait à 1 kilomètre de la Terre, de la surface de la Terre, grillait tout le réseau électrique français. Et pas que le réseau électrique, c'est-à-dire tous ces systèmes de décharge électromagnétique. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une fragilité. On n'en parle plus du tout, mais je pense qu'au niveau militaire, tout est prêt. Mais ça n'a pas encore explosé. Mais un jour ou l'autre... Sans même parler de la bombe atomique, le rayonnement solaire, et c'est ça, il peut perturber les réseaux, sérieusement. Même les satellites. En fait, il faut peut-être qu'on en arrive là pour repartir à zéro. Et oui, c'est ça. Reset, parce qu'en informatique, il y a tout reset. Ça ne marche pas de faire reset, c'est bon, ça démarre. On va faire reset. Merci beaucoup. Vous avez de quoi vous espérer. Alors là, j'ai vu que vous aviez enregistré.